Alors, les Américains sont beaucoup plus ouverts que nous sur leur mode éducatif et même sur leur mode de recrutement. Très clairement, ils sont d'abord centrés sur l'individu et le potentiel, et puis on voit pour les diplômes après, hein, ce qui n'est pas du tout la politique ni éducative ni de recrutement en France. En tout cas, ça est en train de bouger, mais on a encore du chemin à faire. Alors, sur les modèles, là, j'ai une petite Océane qui est partie aux États-Unis, donc qui fait son CP, qui est une future astrophysicienne, peut-être même astronaute. Donc j'ai accompagné la maman sur l'intégration scolaire, donc j'ai récupéré l'ensemble des données de la réalité terrain. Donc en Floride, puisque cette petite est scolarisée là-bas, les enfants sont scolarisés entre 14 et 18 enfants par classe, ce qui n'est pas le cas en France, hein. Les enseignants sont formés à la fois sur des spécificités qu'ils choisissent et sur ce que c'est qu'un enfant précoce. Ils ont une manière de regrouper les enfants par niveau, de façon à avoir une classe grosso modo homogène, et non pas de faire que, comme en France, les enfants ayant des facilités scolaires tirent les enfants du bas. On a vu que de toute façon, ce n'était pas la bonne manière de s'y prendre, et qu'en plus, ça freine les enfants qui ont des besoins de stimulation. En Floride, dès la grande section de maternelle, quand l'enfant est précoce, il a très très rapidement accès à la lecture. On l'entraîne avec une bonne méthode analytique de lecture, et il a accès aux livres et aux apprentissages à partir d'un programme qu'il a défini avec son enseignant, qui lui est donné sur un CD. Donc il a des objectifs pédagogiques à atteindre, qu'il peut atteindre également parce qu'ils ont une bibliothèque informatique qui est extrêmement bien construite. Et les enfants peuvent par niveau prendre le thème qui va les intéresser du livre qu'ils choisissent, en cohérence avec leur programme. Et ils passent d'un niveau à un autre niveau en fonction de leur évolution et de leurs souhaits. Donc il y a une certaine très tôt autonomie, à la fois par les objectifs pédagogiques, mais aussi parce qu'on a développé chez eux cette capacité de lecture dont souvent l'enfant précoce, pas toujours, hein, mais dont souvent l'enfant précoce fait preuve. Alors, je voudrais aussi vous signaler que ce n'est pas l'avance scolaire ni l'avance de la lecture qui signe le haut potentiel, hein. Il faut aussi faire attention à être prudent dans la manière d'analyser le profil, mais quand un enfant est en avance de lecture, on l'alimente. Donc les États-Unis sont particulièrement sensibles à ne pas faire de trop grand écart à leurs enseignants en faisant des classes par niveau. Et puis, de manière à ouvrir et à permettre aux enfants de croiser d'autres adultes, parce que les enfants précoces en particulier sont très friands de rencontrer des cerveaux qui puissent les stimuler, parce qu'il y a une reconnaissance entre eux et dans la relation avec l'adulte, qui fait que c'est aussi, même si c'est pas dit, une réalité d'une relation possible entre un élève et son enseignant. Donc, l'école est ouverte à un certain nombre de parents qui doivent, s'ils le souhaitent, apporter une contribution à hauteur de 20 heures par an sur des thèmes qui les motivent et qu'ils ont envie de partager avec ses enfants, qu'ils soient précoces ou pas. Donc, le parent a un engagement et en gros, il y a 300 heures puisqu'il y a 15 à 18 élèves en classe qui sont apportés d'enseignement par tranche de 20 heures sur des thématiques différentes données par un enfant. Il faut recueillir des données comportementales qui sont, à mon avis, les meilleures données pour comprendre où sont les problématiques de ressenti de l'enfant. Surtout l'enfant précoce qui est très habile et très doué, c'est un petit peu compliqué de pouvoir évaluer la capacité relationnelle à partir de tests cliniques de mon point de vue. Mais les couples toujours. De toute façon, il faut toujours rechercher quel est l'équilibre et la capacité à lire l'émotionnel, hein. Il y a des enfants précoces qui ont un déficit, une difficulté à comprendre et à se situer dans la relation. Et c'est intrinsèque, c'est pas une conséquence du HQI, hein. Les problématiques d'Asperger, elles existent, hein, et les enfants au potentiel sont plus à risque aussi sur ces problématiques d'Asperger parce que le cerveau est surinvesti, le cerveau logique est surinvesti. Et insister également, comme vous le faites, sur les antécédents familiaux, oui. Les antécédents... Oui.
Et ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, les logiques génétiques sont quand même aussi, nous apprennent, nous, quand on reçoit, on fait quand même toute une analyse psychosociologique des aïeux, pour essayer de voir dans quelle dimension, alors il n'y a pas que le génétique, mais bon, il faut avoir des éléments un petit peu au-delà des tests pour essayer de comprendre dans quelle dynamique, pour pouvoir aussi accompagner. Alors peut-être, Colette, il faudrait rajouter, ce que je n'ai pas encore dit, dans le cadre de la problématique de la précocité, on était sur du 60% approché. En fait, je dirais qu'il y a une partie qui va se développer, qui est en auto-régulation, qui va être améliorée parce que le dépistage est fait et qu'on va placer l'enfant dans un environnement plus adapté à son développement. Donc cette partie-là, elle va être la rencontre de son potentiel qu'on ne maîtrise pas avec l'environnement pour qu'il puisse se construire. Donc on ne peut pas appréhender la réalité de l'intelligence de façon psychométrique, c'est une construction dynamique. Mais on peut appréhender à 40-60% qu'on est plutôt sur un mode de fonctionnement, et nous on travaille avec le style cognitif pour pouvoir orienter et adapter, parce que des métiers sont plus en phase avec certains profils, ou des profils plus en phase avec certains métiers que d'autres. Donc ce qui est intéressant, c'est de trouver les points d'équilibrage, et non pas les points de mesure, parce que la mesure, elle veut tout et rien dire, et puis encore une fois, ces tests sont vraiment extrêmement limités. On n'est pas dans la pensée combinatoire, on n'est pas dans l'intuition, c'est bien plus compliqué que ça. Mais il faut bien des outils pour pouvoir rentrer en chemin. Maintenant, dans la manière de pouvoir accompagner, parce que ce qui est intéressant, c'est la prévention et l'accompagnement, Christiane va nous parler d'une approche qui me paraît intéressante d'être partagée avec vous, qui est offrir aux enfants et à tous les enfants un cadre de cohérence globale d'accompagnement. Parce que si chacun des acteurs de la pédagogie ou du parent agit de son côté, on est moins en cohérence que s'il y a une concertation, un échange qui nous permet de mieux appréhender une certaine réalité, de mieux échanger. D'ailleurs, le précoce est particulièrement sensible à la cohérence du système dans lequel il évolue. Donc, je donne la parole à Christiane. Alors, avant de montrer justement l'intérêt d'une cohérence globale pour accompagner les enfants, et en conclusion de ce que vient de dire Claire, sur l'importance de l'accompagnement et d'un accompagnement différencié, il m'a paru intéressant de vous lire le témoignage qu'on a demandé pour cette conférence à quelqu'un qu'on a accompagné, que Claire a connu il y a fort longtemps et que moi j'ai accompagné en coaching ensuite, et qui dit ceci, il intitule « Une histoire de mots ». Si l'on définit souvent l'intelligence par la capacité à s'adapter aux situations nouvelles, ma superbe collection de difficultés et d'échecs ne m'amène pas du tout à penser que je sois surdouée. Je n'aime pas le mot surdoué car il invite aux préjugés, en ce sens qu'il connote une présomption trompeuse d'une sorte de supériorité déjà acquise et généralisée. La sévérité avec laquelle les enfants et adultes soi-disant surdoués sont jugés n'a d'égal que leur isolement et leur enfermement dans des cases dans lesquelles ils ne rentrent pas. On peut avoir des facilités dans un domaine particulier et parfois faire preuve d'une approche novatrice dans la résolution de certains problèmes. Ne pas le reconnaître revient à brider inutilement un potentiel pourtant réel et refuser le formidable cadeau de la vie. Quitte à choisir un mot, je préfère de loin au potentiel, car il exprime plus justement la notion de devenir. On reconnaît qu'un enfant doué ne va pas développer son talent qu'à la condition que ce talent soit d'abord reconnu, puis canalisé et encouragé. Ma vie, alors je suis désolée pour Claire, mais il écrit « Ma vie a véritablement changé un jour où j'ai rencontré Claire pour la première fois, il y a une dizaine d'années, car c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a compris mes difficultés, m'a expliqué que je n'étais pas seule dans mon cas, pour finalement m'encourager à trouver une voie qui m'aide à canaliser ce potentiel. Il est une dimension importante que les mots surdoué et haut potentiel n'évoquent pas, c'est l'originalité de la pensée. Comment l'exprimer ? Avec ces deux mots, on se focalise beaucoup sur ce que les cerveaux doués peuvent produire. Or, il me semble que la pensée des enfants doués n'est pas nécessairement
plus rapide, plus complète, ni même meilleure en toutes circonstances. Les associations, la méthode, la stratégie sont parfois simplement différentes. On pourrait peut-être dire profil innovant ou potentiel innovant. Et c'est justement pour accompagner ces différentes formes de différence qu'il nous a semblé important d'accompagner les autres acteurs de cette systémique qui entoure l'enfant intellectuellement précoce. Parce que sinon, tous ces enfants qui forment le gros de la troupe, qui ne sont ni adaptés scolairement, ni qui ont les codes sociaux pour réussir, tous ces enfants-là, on les retrouve très souvent au niveau des entreprises dans ce que les RH appellent les performeurs cassés. Et c'est un beau gâchis. Donc, l'idée qu'en mobilisant l'intelligence collective de tous les acteurs, on peut permettre à ces enfants d'apporter le meilleur d'eux-mêmes, voilà ce qui nous paraît vraiment essentiel. Alors, quels sont les acteurs qu'on peut accompagner ? Bien, d'une part, les écoles, bien entendu, et d'autre part, les parents. Alors, pour être concret, je vais parler du projet que nous avons accompagné au niveau du groupe Massillon, qui est un groupe un peu particulier, qui est à Clermont-Ferrand, parce que c'est une école qui est en partenariat avec l'État, mais qui est adossée à l'école bilingue internationale, qui est assumée budgétairement par Michelin, et qui accueille donc énormément d'enfants de cultures différentes. Autre caractéristique de cet établissement, c'est qu'il y a un nombre élevé d'enfants intellectuellement précoces et que du coup, quand on a 1 ou 2 élèves précoces dans une école, c'est difficile, mais quand on en a 5, 6, voire plus, c'est carrément un casse-tête.